salue en lieu et place d'Anne Brassier, aujourd'hui, donc jeudi 14 août, à la veille d'ailleurs de la vraie fête nationale de la France, Rodolphe Crevel. Oui. J'ai devant moi, donc vous l'avez compris, Rodolphe Crevel et Joseph-Marie Joly, qui vont nous présenter un ouvrage très original qu'ils ont coécrit avec un certain Vincent Lefebvre, consacré à la dynastie prisonnière. Et on va voir que cette dynastie prisonnière, évidemment, est celle du Luxembourg. Véronique est à mes côtés pour réaliser et surtout animer cette émission. Alors, Rodolphe Crevel, vous n'êtes pas complètement inconnu des auditeurs de Radio Courtoisie, puisque vous me disiez avant de commencer cette émission que vous étiez passé en 94 avec Jean Ferré à la suite de votre expédition, non pas au Minquier, mais aux Écrins. Avant l'expédition. Avant aux expéditions. Donc on imagine que vous appartenez à cette race de condottières royalistes. Oui, ce forcené du complot et dans ce qu'on appelle des royalistes révolutionnaires, des royalistes qui partent du principe que le royalisme est un complot. Je ne sais même pas si vous appréciez tellement qu'on vous qualifie de réactionnaire. Ah non, je ne suis pas du tout réactionnaire. Parce que la réaction, telle que d'ailleurs un organe de presse s'est créé avec ce nom-là, m'a toujours un petit peu étonné de revendiquer ce nom-là, parce que la réaction, justement, n'est pas quelque chose de positif. Puisque la réaction, finalement, c'est l'adversaire qui fait, à ce moment-là, qui joue le jeu. Enfin, et la réaction est toujours en arrière de ce que va faire l'adversaire. Donc ça, évidemment, vous voulez l'éviter à tout prix. C'est vous qui voulez écrire l'histoire. Je suis partisan d'un royalisme d'attaque et de combat offensif. Je me relie au docteur Martin, qui est pour moi l'inspirateur de tous les royalistes d'action. Et donc cette idée du complot permanent m'habite. Je devrais peut-être me faire soigner, mais j'y pense le matin et j'y pense encore le soir, et ça recommence le lendemain matin, et ainsi de suite. Alors d'où vous vient cette espèce de virulence intérieure, de fidélité qui vous anime, royaliste, monarchiste? Royaliste, monarchiste? Je suis royaliste. D'abord, je ne voudrais pas parler au nom de tous les royalistes, je ne suis qu'un parmi d'autres, et c'est vrai que Vous êtes appartenu à la grande famille du lys noir, oui, dont vous me disiez qu'elle avait été à peu près identifiée au lys rouge pendant un certain temps, enfin, que finalement les deux étaient relativement proches. Oui, parce que le docteur Martin, d'ailleurs, c'était son truc, le lys noir. D'ailleurs, quand des biographies lui sont consacrées, généralement il y a le lys noir quelque part pour bien signaler que ce lys sombre, ce lys obscur, il était l'âme d'un complot permanent. Alors ça n'est pas lui qui a inventé cette fameuse pour caractériser le lys noir, le royalisme, le monarchisme, c'est la royauté le roi plus un, l'anarchie plus un. C'est Maurras qui l'avait dit. Mais est-ce que vous considérez que le lys noir se revendique justement de ce Maurras-là, ou il se revendique d'une tradition autre? L'origine du lys noir est plutôt... on va plutôt la chercher vers les scissionnistes d'Action française plutôt que vers le rameau principal et vers la vieille maison. Si on veut vraiment donner de l'importance au lys noir et lui faire mériter une exégèse, on va dire que le lys noir remonterait à la 17e équipe Camelot, celle qui se décourage après les événements de février 34 et qui considère que l'AF est trop modérée et qu'il faut passer à une action supérieure et qui déclenche après le phénomène de la cagoule, etc. Donc il y a toujours eu une AF impatiente, une AF plus active que celle du journal. Là, je parle de choses qui sont très internes à notre famille. À l'AF, il y a ceux du journal et ceux de la rue, d'une certaine manière. Alors, qu'est-ce qui fonde votre idéal royaliste? L'Hyper-France.
Je pense que ceux qui ont la même maladie que moi sont frappés par un virus qui s'appelle l'hyperfrance. Ce virus, on l'attrape dans des vieux livres, ça peut être des vieux bouquins de poche qui sentent une certaine odeur que l'on connaît, dont on se souvient tous. Quand on a lu La Grande Peur des Bien-Pensants, Francis, si vous saviez, la France contre les robots, donc principalement les grands textes de Bernanos, mais aussi après on découvre l'hyperfrance chez Peggy, on en trouve aussi beaucoup chez Barrès, et on peut même en retrouver évidemment dans l'Infernal d'un monde de Drummond, au moins pour la dimension littéraire. L'hyperfrance est une sorte de sentiment littéraire, une sorte de mystique de la France, presque un jeu mystique avec l'idée même de la France, et à tel point que j'ai toujours hésité à me définir comme nationaliste. Ça ne m'intéresse pas d'être nationaliste quand je suis hyper France. La notion de nation est née avec la Révolution française. Oui. Vous ne revendiquez rien de l'idéal révolutionnaire. Non, je pense que des droits de l'homme. Je pense que c'est en tout cas, les quelques années que j'ai passées dans une stricte obédience maurassienne ne me satisfaisaient pas à cause de ce nationalisme intégral qui était défendu par la vieille maison. Évidemment, je comprends que ce nationalisme intégral est également lui aussi chargé fortement de l'hyper-France, mais dès que il est très ambigu. Mais dès que j'ai pu il a mené quand même à la grande saignée de 14-18. Dès que j'ai pu m'en libérer, je me suis orienté vers une conception franchement bernanosienne, comme d'ailleurs la plupart des scissionnistes d'AF ont cette tendance. Lorsqu'on est mal avec Maurras, lorsqu'on le comprend, mais que l'on réalise qu'il ne peut plus parler à la société présente, évidemment on se replie sur le Bernanos et sur son œuvre, parce que celle-ci elle parlera 1000 ans encore. Pendant 1000 ans, la France contre les robots restera d'actualité, c'est le livre majeur. Et vous fondez cette hyper-France également sur une vision religieux, sur une vision mystique? Est-ce que pour vous, l'alliance du trône et de l'autel, enfin l'héritier de Saint-Rémy, ça parle ou pas? En cela, nous restons dans l'ambiguïté d'Action française, c'est-à-dire qu'à la fois chez nous, il y a ceux qui y croient et ceux qui ne font que suivre et obéir. Au ciel et ceux qui n'y croient pas. Mais ceux qui n'y croient pas le respectent peut-être plus encore que ceux qui y croient. Je pense que c'est notre caractéristique. Lorsque moi je suis par exemple, j'appartiens personnellement à ce courant de la famille qui n'y croit pas, mais je suis un intégriste sans la foi d'une certaine manière. Et donc je défends l'ordre catholique par tous les moyens, même si personnellement je ne suis pas touché par la grâce. Et c'est d'ailleurs une attitude très maurassienne, puisque vous savez que Maurras a été condamné pour cette attitude-là, ce cynisme qu'il avait par rapport à la religion, par rapport à l'Église, lui a valu les condamnations que l'on sait, et qui ont d'ailleurs été très incapacitantes pour le mouvement, puisque l'AF a beaucoup perdu de son élan au moment de la condamnation. Oui, tout à fait. Donc l'histoire est un rameau de cette famille d'Action française, un rameau activiste, donc pur, dans ses fonctionnements, et alors vous vous qualifiez de publiciste. Oui. Parce que avant de commencer cette émission, vous récusiez le terme de journaliste, que pourtant d'ailleurs adopte notre ami Joseph-Marie Joly, qui se revendique comme journaliste, parce que justement vous livrez à énormément de choses, non seulement évidemment à une action royaliste, mais vous avez publié dans énormément de revues différentes, de journaux, on peut même presque dire des journaux éphémères. Oui. Vous êtes quasiment un situationniste du royalisme. Oui. Ça vous choque que je vous dise ça? Non, pas du tout, j'adore les situationnistes. Bon. Donc vous essayez à chaque fois, à travers l'actualité, à travers l'histoire qui s'écrit, d'essayer de montrer qu'il existe une vision alternative, une vision anticapitaliste évidemment, j'imagine, et une fidélité à une dynastie, à un principe royal, à un principe monarchique, qui pour vous est essentiel pour nous protéger, pour protéger la France, les Français, et on peut dire les nations, enfin les patries, dirons-nous, de tout ce qui peut, de toutes les forces anthropiques de mort qui nous frappent depuis en gros 200 ans. Sans aller jusqu'à cette conception qui pour le coup me paraît un peu trop réactionnaire pour que j'y abonde,
pour moi, la monarchie fait partie de l'entre-soi. Je suis un militant de l'entre-soi et donc je ne me suis jamais posé la question de savoir si la monarchie était comme ci ou comme ça, s'il était souhaitable pour cette raison-là ou pour une autre. Non, je suis monarchiste parce que la monarchie fait partie de mon entre-soi. L'entre-soi que j'ai perdu, l'entre-soi qu'on m'a arraché, eh bien il était d'origine monarchique. Donc je le défends comme si j'étais poisson, je défendrais l'eau, et si j'étais oiseau, je défendrais l'air. Voilà. Bon, alors revenons au sujet de cette émission, au sujet principal de cette émission. Joseph-Marie Joly, vous avez donc écrit directement avec Vincent Lefebvre, et j'imagine avec l'accord, sous les conseils avisés de Rodolphe Crevel, un ouvrage qui s'intitule Luxembourg, la dynastie prisonnière, sous-titré Histoire des souverains du Luxembourg de l'indépendance à aujourd'hui. Et un grand bandeau, la photo du grand-duc actuel, et une photo avec un bandeau, le grand-duc va-t-il entrer en dissidence? Oui. Alors qu'est-ce qui vous a conduit à écrire cet ouvrage? Alors déjà, d'une part, on n'a toujours pas la réponse à ce bandeau. Peut-être que c'est une question qui restera sans réponse. En tout cas, elle est toujours en attente. Ensuite, en fait, c'est un petit livre, je dis bien petit et sans prétention, qui se veut à la fois historique et aussi quelque part politique et donc d'actualité, puisqu'il part justement d'un constat politique et éminemment actuel, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu à la fois par le fruit du hasard et de l'observation que le Grand-Duché du Luxembourg s'avérait être en quelque sorte le futur grand laboratoire de la mutation anthropologique qui correspond plus ou moins à un agenda qu'on observe dans tous les pays d'Europe. On l'a vu bien entendu en France avec les lois qui ont été faites pour tous, voilà, tout à fait, concernant la famille. Et puis on sait bien entendu qu'on assiste à la même chose en Italie, en Espagne précédemment. Enfin, on voit très bien que tout ça appartient à un plan global. Et curieusement, au départ, on espérait que le Grand-Duché soit cet écrin où tout était préservé, où la tradition résiste et résisterait. Et notamment parce qu'il y avait une raison à cet espoir, c'est qu'en 2008, certains s'en souviennent sans doute, le Grand-Duc s'était opposé à une loi qui concernait l'euthanasie. Et donc, il y avait dans ce Grand-Duché et dans la tradition de ce Grand-Duché des éléments réels de résistance, à commencer par le grand-duc lui-même et la famille grand-ducale. Qui effectivement s'était même fendu d'un communiqué pour dire qu'évidemment il ne s'agissait pas de prolonger la vie d'une manière inhumaine et les souffrances de tout être humain, mais que les soins palliatifs permettaient d'arriver à un résultat d'absence de souffrance et de mort digne suffisante pour éviter de donner la mort directement à l'être humain. Et donc de s'en débarrasser d'une certaine manière, d'une manière toute capitalistique, la piqûre pour tous, comme disait Martinez, comme c'est en train de se décider d'ailleurs en Lituanie, si ma mémoire est bonne, où on explique carrément, là pour le coup aux citoyens, que vu l'état des finances, n'est-ce pas, de leur propre système social, il va falloir qu'on promeuve cette euthanasie de manière à pouvoir permettre, n'est-ce pas, au plus grand nombre de vivre de manière plus à l'aise, moyennant la mort, le sacrifice des autres. Enfin, oui, tout à fait. Et on s'aperçoit aussi que ce type de loi est fortement lié aussi à tout un ensemble de lois qu'on pourrait appeler aussi des lois contre la vie, mais on voit finalement que y a toujours des lois sociétales. Voilà, il y a toujours elles se suivent, puisqu'on sait très bien, nous en France on a commencé je dirais dans le sens inverse, mais on sait très bien que le prochain grand débat qui va être soumis,
justement à l'avis du public, entre guillemets, c'est justement le débat sur l'euthanasie et la fin de vie. L'emboursement de l'avortement, Voilà. Ensuite on est passé au mariage pour tous, ensuite là on veut passer absolument à la GPA, vous avez vu d'ailleurs que ça continue. Oui. On est dans une actualité brûlante de ce que vous dites là. Et la GPA, la PMA et l'euthanasie. Alors il y a des freins en France qui existent curieusement, d'une manière un peu plus virulente qu'ailleurs, mais est-ce que au Grand-Duché du Luxembourg, vous dites, c'était le Grand-Duc lui-même, C'était quand même par son catholicisme, revenir, par son sens de l'homme, tout à fait. il a marqué, il a voulu, mais il n'empêche qu'il n'y est pas parvenu. Il n'y est pas parvenu, et en plus, il s'est mis à dos, entre guillemets, toute une classe politique, y compris certains de ses partisans, dit-on, parce que on a considéré que il commettait, en agissant de la sorte, quelque part une entorse à la Constitution. Oui, alors quelque part, oui, une entorse. Ce qui n'est pas vrai, puisqu'il avait le pouvoir à la fois de sanctionner et de promulguer les lois. Tout à fait. Et qu'il a perdu au passage. Il y avait nous l'expliquer. une règle tacite oui. qui voulait que, en quelque sorte, le Grand-Duc ne se mêle pas de politique. Voilà. Et d'ailleurs, on peut se demander, avec le recul, si tout cela n'est pas un piège tendu par le Premier ministre de l'époque, Jean-Claude Juncker, qui est aujourd'hui président de la Commission européenne, donc quelque part promu terriblement à un promu. terrible aussi poste qu'il envisageait dès l'époque. Et sans doute a-t-il acquis ainsi une certaine reconnaissance internationale. Vous écoutez Radio Courtoisie. Benoît Mancheron remplace ce matin Anne Brassier pour recevoir Joseph-Marie Joly et Rodolphe Crevel. Nous avons quitté la République pour être au Grand-Duché du Luxembourg. Je vous ai vu prendre des notes, Rodolphe Crevel. Oui. Les propos de Joseph-Marie Joly ont excité vos réflexions. Oui, parce que on est parti du principe que cette dynastie était non seulement dans l'obligation d'être silencieuse, mais qu'elle était dans une obligation d'obéir désormais, et qu'elle illustrait le sort de la plupart des monarchies européennes aujourd'hui, qui sont pratiquement toutes otages, et qui ont toutes été vidées de leur substance, que j'appelle moi la suédisation des monarchies, qui passe par des lois dynastiques qui les affaiblissent considérablement, notamment en changeant les règles de succession et en mettant les femmes en avant dans ces successions, ce qui permet ensuite de leur faire épouser leur professeur de gymnastique, et donc de dénaturer complètement la nature même du principe monarchique. C'est ce qui d'ailleurs s'est passé en Suède, puisque normalement, d'ailleurs a posteriori, le jeune prince Philippe Bernadotte a donc été privé de sa succession à l'âge de 2 ans par les sociodémocrates, qui ont institué une nouvelle loi de succession, et ce qui a fait que sa sœur est devenue maintenant l'héritière, et qu'elle a épousé évidemment son professeur de gymnastique, mais ça sera général, et jusqu'à ce que l'on obtienne une monarchie de jus de saucette, qu'on dit. Vous considérez que la monarchie suédoise cristallise justement ce processus. Oui. Alors, vous expliquez très bien que, sans même demander d'ailleurs l'avis des Suédois, ce qui est quand même assez extraordinaire, Olof Palme, de sinistre mémoire, avait procédé à une réforme constitutionnelle qui équivalait à faire de la Suède une république. Oui, puisque généralement dans ces processus-là, très vite, le chef de l'État n'est plus le monarque, c'est le président de l'Assemblée nationale. C'est d'ailleurs le président de l'Assemblée nationale qui nomme maintenant le Premier ministre comme en Suède. Et c'est ce qui va se passer évidemment au Luxembourg, puisque c'est évidemment. Bon, ça n'est pas encore le cas. Si, c'est pratiquement, en tout cas c'est projeté par la commission constitutionnelle qui se réunit déjà et qui travaille depuis presque une dizaine d'années. Les textes sont déjà finis, achevés, il ne reste plus qu'à les voter. Ils ont également la majorité qu'il faudra pour les voter. Donc on sait que même le débat dans la nouvelle constitution, il est probable que même le mot grand-duc ne sera pas écrit. Il ne sera question que de chef de l'État.
Oui, ce qui pourra permettre un jour de substituer même, de conserver la Constitution en évinçant éventuellement le Grand-Duc, ce qui n'est pas complètement une vue de l'esprit, puisque les raideurs du Grand-Duc le placent dans une situation extrêmement difficile. Soit il se soumet, et alors qu'on lui propose aujourd'hui de faire 10 fois plus que ce à quoi il a résisté en 2008, soit il se soumet... Parce qu'il faut voir le programme qu'il y a derrière. Votre livre est effrayant. Non, mais c'est tout l'intérêt de votre livre. C'est que vous dites qu'on a commencé par cette loi sur l'euthanasie, mais on veut faire passer derrière maintenant, mais alors énormément de choses. D'abord, quelque chose qui s'était maintenu au Luxembourg depuis toujours, c'était l'enseignement religieux déjà à l'école. Oui. Donc ça, c'est dans le programme des deux premiers ministres actuels. Oui, mais alors... c'est d'ailleurs assez étrange que le Grand-Duché ait besoin de deux premiers ministres. Il y a un Premier ministre et un vice-Premier ministre, oui. Mais en réalité, la dynastie prisonnière est utilisée par la classe politique luxembourgeoise depuis l'origine, depuis 1890. Oui. Vous êtes remonté en arrière. On se sert de cette dynastie, voilà. C'est une dynastie utilitaire qui est dans les mains de l'oligarchie luxembourgeoise depuis l'origine, avec des moments de répit. Le moment de répit principal... Vous estimez que c'est comme en Belgique ? C'est un peu d'origine maçonnique la dynastie ne l'est pas, contrairement au Saxe-Cobourg. La monarchie capétienne, ce sont des Bourbons-Parme. Donc ce sont normalement des Capétiens nerveux, puisque les Bourbons-Parme sont les plus nerveux des Capétiens, ceux qui ont du nerf au sens... et donc, non, c'est une dynastie qui est sous surveillance depuis l'origine. D'ailleurs, lorsque les libéraux fondent l'indépendance du Luxembourg par la rupture du lien d'union personnelle avec les Pays-Bas en 1890, ils se choisissent... C'est le fameux Paul Eyschen. Ce n'est pas par hasard. Paul Eyschen qui est libéral, dont franc-maçon, puisqu'à l'origine, ça veut dire exactement la même chose au Luxembourg, libéral et franc-maçon, comme en France, Parti radical socialiste ou PRG veut dire franc-maçon aussi. C'était presque aussi mécanique. Du Grand-Orient de France. Eyschen choisit d'ailleurs subtilement des monarques les deux premiers monarques du Luxembourg, on ne le sait pas, sont protestants. Et ce n'est qu'avec la grande-duchesse Marie-Adélaïde qui arrive au pouvoir, enfin qui règne à partir de 1912, que les Luxembourgeois... C'est le clou de votre livre. Nous avons retrouvé l'héroïne inconnue. Voilà. C'est un peu la figure tutélaire. Non, je dirais même que c'est admirable parce que vous donnez au Grand-Duc, j'imagine que le Grand-Duc actuel et son fils connaissent cette figure tutélaire. Oui, et nous en avons même la preuve. Vous en avez même la preuve. Est-ce que les Luxembourgeois s'en souviennent ? C'est plus délicat. C'est-à-dire son nom apparaît presque nulle part. Il y a peu de rues, il y a rien, il n'y a aucun bâtiment public, aucun équipement social ou sportif qui porte son nom. Elle est la grande réprouvée. Parce qu'il faut quand même savoir que le Grand-Duc avait des pouvoirs. Il lui en reste encore un peu d'ailleurs, mais au départ, la fameuse grande-duchesse dont vous allez nous entretenir maintenant avec notre ami Joseph Marie Joly, avait non seulement le pouvoir de nommer évidemment le Premier ministre, mais de dissoudre l'Assemblée et de s'opposer. Elle avait quasiment le droit de veto de Louis XVI. Oui, jusqu'à la Constitution de 21, oui. Puisque la première Constitution, celle qui est construite en 1890, est une Constitution relativement favorable au pouvoir monarchique, bien que complètement contingentée quand même. Marie-Adélaïde a la possibilité, sinon de nommer un Premier ministre à sa convenance, mais elle a la possibilité de faire durer la nomination. C'est une divine surprise, cette Marie-Adélaïde, excusez-moi du terme. En fait, c'est une divine surprise parce que elle est promue par ce fameux Paul Eyschen, c'est Paul Eyschen installe son grand-père et son père. Oui. Elle hérite, elle arrive au pouvoir. C'était pas évident qu'elle arrive au pouvoir déjà. Il pensait pouvoir la contrôler en se disant tiens, je vais prendre une petite jeune fille. C'est-à-dire qu'en fait, elle a 17 ans et 3 ou 4 mois lorsqu'elle hérite de son père. Elle est régentée pendant une dizaine de mois par sa mère, qui est une Bragance, qui est une fervente catholique, qui est une sacrée femme, qui est une femme remarquable, et donc pendant 10 mois, les francs-maçons luxembourgeois font le gros dos. Ils attendent de voir un peu ce qui va se passer. Et donc ils espèrent toucher cette jeune fille de 18 ans comme une sorte de bénéfice et de retour sur investissement. Et à 18 ans,
lorsqu'elle est intronisée, elle commence à les froisser énormément en réclamant la justice sociale et surtout en se prétendant souveraine par la grâce de Dieu. Oui. Et ce qui était inouï face à un parterre de francs-maçons et de socialistes luxembourgeois. Donc à partir du moment où elle affirme qu'elle est souveraine par la grâce de Dieu, elle entre quasiment en dissidence dans son propre État. Mais elle va faire pire. Elle va faire pire. Elle va faire pire. Puisque non seulement elle va s'opposer à ce que les francs-maçons limitent le pouvoir du catholicisme au Luxembourg. Parce qu'il faut replacer ça dans le contexte. À l'époque, au début du XXe siècle et à la fin du XIXe évidemment, le Luxembourg vit dans une adoration de la France, de tout ce qui s'y passe, dans un mimétisme fervent. Évidemment, quand on est franc-maçon luxembourgeois, on adore les loges de Nancy et de Metz. Quand on est socialiste, on adore les Jaurès, etc., etc. En fait, le Luxembourg se vit comme une sorte de province de l'empire intellectuel et moral de la République, et tout ce qui se passe à Paris est merveilleux, et donc on copie. Le Luxembourg se passe son temps à copier ce qui se passe en France. Et donc il faut donc copier évidemment les lois de la République, celle de 1905, et évidemment Paul Echenne, la première chose qu'il fait en 1912, donc 7 ans après les lois françaises, il arrive devant la Grande-Duchesse et il lui dit je pense qu'il paye les précautions, Majesté, il faudrait signer là. Qu'est-ce que c'est ? C'est une petite loi de rien du tout qui modifie l'enseignement dans notre bon grand-duché. Et elle refuse de signer. À partir de ce moment-là, elle échappe totalement au contrôle de la classe politique, oui. et elle devient rebelle. Elle s'affranchit. Elle s'affranchit. Oui, et alors ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'elle proclame « Je serai, fidèle à la noble devise de mon ancienne maison, je maintiendrai ». Donc avant tout, elle veut s'inscrire dans effectivement une continuité traditionnelle, oui. Du pouvoir et des rapports entre ces sujets. Parce que, comme vous dites, elle a été très soucieuse de justice sociale. L'inégalité économique croissante entre les hommes est la grave préoccupation de notre époque. Comme quoi, on n'en parle pas que depuis la guerre. La paix sociale, si ardemment désirée, est restée jusqu'ici un fuyant idéal. Ne faut-il pas faire preuve de rapprochement et de solidarité ? C'est le désir de juger conformément aux exigences de la justice et de l'équité qui inspirera tous mes actes. Le droit et l'intérêt général seuls me guideront. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà. Donc, effectivement, elle va aller donc, de problème en problème. Et son gros problème étant la Première Guerre mondiale, d'ailleurs. Évidemment, parce que comme le Luxembourg a partie liée à cause du fameux Zollverein. Oui, puis le Luxembourg est envahi. Avec l'Allemagne. Le Luxembourg est envahi. D'ailleurs, le Kaiser a son centre de commandement au Luxembourg. Voilà. Et donc, comme elle est là... Il lui rend visite une fois. Il est son parrain. Il est son parrain. Il est son donc, parrain. Catastrophe. Donc il s'invite. Évidemment, une jeune fille de 18 ans peut difficilement refuser à son parrain de venir la visiter dans son château. Et donc, après-guerre, juste après... 1918, les éléments progressistes au Luxembourg vont beaucoup s'acharner sur cette visite du Kaiser à la Grande-Duchesse et vont en faire un casus belli. La pauvre va être donc poussée à abdiquer au début de 1919 et partira pour la seconde partie de sa vie, qui est une vie absolument merveilleuse, puisqu'elle part en exil, reconduite par sa famille entière à la frontière, elle qui n'a jamais été séparée de sa famille, elle qui n'a jamais été seule, qui à l'époque n'a que 24 ans, elle part sur les routes, elle part d'abord en Italie où elle rentre chez les petites sœurs des pauvres et finalement elle va mourir à 30 ans. J'ajoute qu'elle a toujours été très belle, elle est encore quand elle meurt à 30 ans, magnifiquement belle, et elle meurt avec, il y a une photo magique où on la voit avec son crucifix posé sur sa poitrine. C'est une photo qui a été prise dans un château bavarois très froid où elle est allée mourir exilée et réprouvée, n'ayant je crois jamais remis les pieds au Luxembourg. Et donc elle est ce péché des progressistes contre la dynastie. Depuis la Grande-Duchesse, la dynastie sait qu'elle doit bien se tenir.
Autrement, on peut lui faire, on peut la contraindre à abdiquer et on peut même proclamer la République, puisque les gens l'ignorent, mais la République a été proclamée au Luxembourg pendant quelques jours en 1919. Il y a eu une République des conseils. Alors vous écrivez, ce livre sera sans doute utile à tous ceux qui cherchent en Europe, près de la France, ce Stalingrad de la guerre anthropologique, cette reconquête continentale à partir de la résistance d'un dernier pâté de maison, ce nœud violent entre Dieu et Satan que le Luxembourg moderne s'applique aujourd'hui à devenir jusqu'à paraître provisoirement mener en éclaireur la course vers l'abîme de tout un continent imitateur. Voilà qui résume fort bien, je dirais, l'objet de ce livre. Alors, vous dites en parallèle qu'il existe en réalité 3 Luxembourgs. Oui. Mais d'abord, peut-être pour préciser l'histoire de ce nœud. Oui. Pourquoi est-ce que c'est un nœud ? Parce que il y a à peine quelques mois, à la fin de l'année dernière, un accord de coalition a été signé entre les Verts, les socialistes et les libéraux, qui est une coalition qui a choisi sa couleur et qui s'appelle la coalition violette. Cette coalition violette, qui d'ailleurs, d'une manière complètement abracadabrante, a pris le drapeau gambien comme symbole. Le drapeau gambien est un drapeau qui ressemble assez à celui qui est arboré lors des Gay Pride. Oui. La pauvre Gambie n'y est pour rien, mais bon. Et donc, dans cet accord de coalition, à la page 7 et 8, puisque c'est un accord qui a été rédigé à l'allemande, comme ça s'est fait entre Merkel et le SPD allemand, on a tout listé sur à peu près 150-160 pages. Les Allemands sont toujours dans le mimétisme, sauf que maintenant ils ne copient plus la France, ils copient l'Allemagne. Oui. Et donc leur accord de coalition est copié sur le modèle allemand, et on y voit tout. Dans cet accord de coalition, il est signalé que, évidemment, le mariage pour tous sera voté comme une priorité. L'enseignement, alors c'est extraordinaire, parce que je disais donc qu'il fallait évidemment retirer l'enseignement religieux, et alors ils veulent remplacer ça dans les écoles par l'enseignement des valeurs, c'est-à-dire un cours philosophique plus général. Alors quel est le contenu de ce cours philosophique ? Les droits de l'homme, par exemple. Alors, on imagine qu'évidemment, en dehors des droits de l'homme, il doit y avoir ce qu'on a tenté d'expérimenter en France. Par exemple, le genre, peut-être l'enseignement du genre. Ou probablement, mais ce qui est intéressant, c'est que le mariage pour tous au Luxembourg ouvre automatiquement sur la PMA et la GPA, puisqu'ils ont fait voter préalablement une loi disant que tout couple avait le droit à la GPA et la PMA. Et à partir du moment où après, en inversant le processus, comme c'était la grande erreur d'Hollande, il aurait dû faire ça d'une certaine manière pour passer la GPA et la PMA. Les Luxembourgeois ont été beaucoup plus habiles. Ils ont fait voter cette loi sur la famille avant le mariage pour tous. Et donc, maintenant, ils n'ont même plus besoin de légiférer sur la PMA et la GPA, puisqu'elle est acquise de fait. Et puis, alors, il y a toute une batterie d'autres lois. Ils battent tous les records. Le Grand-Duché a décidé, vous dites, de battre tous les records. Il aurait donc non seulement un Premier ministre LGBT, mais 2, puisque le vice-premier ministre, chef du Parti socialiste, l'est aussi. Oui, ce sont 2 homosexuels qui dirigent le Luxembourg, et ce sont des homosexuels patentés et reconnus, puisque on les a vus se présenter au mariage du grand-duc héritier avec leur je sais pas comment on peut appeler ça, leurs amants ou compagnons. Alors qu'ils soient homosexuels, c'est leur problème. Le problème, c'est quand on veut effectivement essayer d'imposer à tout le monde une conception des choses qui, comme vous disiez, est une révolution anthropologique. Et le problème du Luxembourg, c'est qu'effectivement, ils veulent... D'autant qu'ils sont militants revendiqués. C'est pas simplement le fait ou l'état d'être homosexuel. C'est clairement que là, il y a... Le problème au Luxembourg, c'est que les gens ont toujours été... partout dans le monde, les peuples sont gouvernés par des oligarchies, donc par des minorités. Le problème, c'est que généralement, ce sont des minorités qui ne s'acceptent pas comme minorités et qui se déguisent toujours avec des arguments idéologiques comme un fer de lance, une avancée, etc. Oui. Or, au Luxembourg, voilà un paravent progressiste, une minorité qui gouverne tout en s'affirmant minoritaire. Ce qui pose un énorme problème au niveau du non-dit pour la population, car la population vit
écartelé entre la réalité de cette minorité qui gouverne et puis l'interdiction d'en parler, puisque ce n'est pas bien d'en parler. Et donc, les trois Luxembourg, il y a beaucoup de francs-maçons au Luxembourg. Pour répondre à votre par rapport proportionnellement à la population, c'est énorme le pourcentage. Oui, à Luxembourgville. En fait, pour répondre à votre question sur les 3 Luxembourg, vous avez 3 Luxembourg, 3 strates. Le sud, qui est presque exclusivement francophone, qui est l'ancien bassin minier, qui est socialiste, qui est qui offre alors, ce ne sont pas des quartiers entiers, mais c'est quelques rues à la frontière française qui sont comme Roubaix et Tourcoing, où il y a quelques... Alors vous y trouvez quelques kebabs, etc., mais c'est vraiment la dimension du Luxembourg, c'est peu de choses. Hein. Et quand on quitte ce bassin minier, qui est très important économiquement, puisque c'est là que l'industrie minière a été reconvertie en économie tertiaire, vous arrivez dans la capitale. La capitale, c'est exclusivement une zone commerciale et touristique. Il y a énormément de touristes à Luxembourg. Tous les commerces de centre-ville sont tenus par le lobby LGBT. Hein. C'est d'ailleurs pour cela que ce lobby LGBT a fait élire, il y a peu de temps, il y a 3 ans, Xavier Bettel comme maire de Luxembourg, l'actuel Premier ministre, sur un programme qui était simple, l'ouverture des commerces le dimanche. Voilà. Et puis vous avez le 3e Luxembourg. Le 3e Luxembourg est lui beaucoup plus vaste, il est très important en superficie, à peu près 80% de l'ensemble. Il est agricole, il est germanique, il parle la langue luxembourgeoise et il est volkisch, on va dire. Et ce Luxembourg-là qui est majoritaire à la fois en territoire, et en population, et puis qui représente le substrat même de la nation luxembourgeoise, c'est lui qui est dépositaire de sa langue notamment, eh bien il n'a jamais eu voix au chapitre politiquement. Jamais. Il a toujours été à rebours et à la remorque. Celui-là est plutôt derrière le Grand-Duc, justement. Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Vous pensez qu'il est encore majoritaire ? Le Grand-Duc ? Non, ce Luxembourg-là. Ce Luxembourg-là, oui, il est majoritaire. Luxembourg traditionnel. Oui. Sur à peu près 550 000 habitants, vous n'avez que 300 000 personnes qui ont la nationalité. Sur ces 300 000 personnes qui ont la nationalité, vous en avez comme une grosse partie qui vient de ce Luxembourg allemand, folkisch, qui doit représenter à peu près 50%. Mais ces 50%-là ne sont pas représentés comme ils devraient l'être au Parlement. Donc il y a une confiscation du pouvoir, disons le mot. Oui, ils vivent dans une situation presque. C'est le 3e tiers occupé par les 2 autres tiers. Occupé dans d'où votre livre, qui est un véritable une œuvre de grâce, une œuvre de salut public, pour dire qu'il faudrait que le Grand-Duc fasse appel à sa population, quoi, retourne à la base. C'est un livre que nous avons écrit sur comme Luxembourg. Hans Adam de Liechtenstein. Alors c'est un livre que nous avons écrit sur Luxembourg où nous parlons beaucoup de l'option Hans Adam et nous parlons beaucoup de Hans Adam de Liechtenstein. Et que vous prenez vraiment comme un modèle. Oui. Comme un modèle politique, vraiment on va expliquer pourquoi, parce que les auditeurs ignorent totalement ce qu'a pris. Les auditeurs de Radio Courtoisie, rappelons-le, vous écoutez ce matin en direct l'émission d'Anne Brassier qui est remplacée par Benoît Mancheron et qui reçoit Joseph-Marie Joly et Rodolphe Crevel pour nous parler de la dynastie prisonnière, c'est-à-dire celle du Luxembourg. Alors, pour essayer de faire un lien entre tout ce qu'on vient de dire, on a donc parlé de cette fameuse... j'ai perdu son nom. Cette grande duchesse extraordinaire, Marie-Adélaïde. On n'en a pas parlé par hasard. C'est qu'effectivement, donc, il y a déjà eu des velléités de résistance à ces pressions, à ces minorités destructrices. Bon, c'est déjà arrivé au sommet d'État. Il y en a eu là, à nouveau, des velléités avec la résistance en 2008 du grand-duc Henri. Oui, c'est ça. Et vous dites, par rapport à ce qui se prépare, et dont on va parler d'ailleurs, ce qui se prépare maintenant, on en dit quelques mots, l'exemple du Liechtenstein devrait habiter l'esprit du grand-duc actuel, voire de son fils d'ailleurs. De son fils. Mais alors, on compare, nous, un peu cavalièrement, le Luxembourg au Liechtenstein, bien qu'évidemment les 2 pays vivent des situations qui sont... Peu comparables, mais quand même, il y a des points communs. D'abord, ce sont des terres qui parlent des dialectes allemands, ce sont des terres un peu bancaires, ce sont des micro-États, ce sont des monarchies, ce sont 2 États catholiques, où la religion catholique est religion d'État. Il y a des points communs très importants entre le Liechtenstein et le Luxembourg, même si la taille diffère, puisque, évidemment, le Luxembourg, avec ses 550 000 habitants, est à peu près 15 fois plus peuplé que le Liechtenstein. Mais
Au Liechtenstein s'est passée une révolution inconnue, une révolution royale. En 2003, le prince du Liechtenstein, Hans Adam, a récupéré la totalité des pouvoirs qui lui avaient été confisqués, et par la même constitution, une constitution votée à la même période que celle du Luxembourg, le début des années 20. Et donc, il a mis il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a fait un coup d'État. Il a fait une sorte de coup d'État. Il s'est adressé directement à la population en disant, voilà. En réalité, on peut devenir république si vous voulez. En réalité, il a mis l'anarcho-royalisme en application, puisque il a institué un système, je dirais, ultra-référendaire, voire plébiscitaire, entre la monarchie et le peuple, qui passe évidemment par-dessus toute l'oligarchie parlementaire. L'oligarchie parlementaire s'est vue confisquer toute son influence par le prince souverain, et qui parle désormais en direct, les yeux dans les yeux, avec son peuple, ce qui est d'autant plus facile qu'effectivement... Il a repris, il est à nouveau vraiment chef de l'État. Alors il nomme le Premier ministre comme il le veut, il a même le droit de veto sur toutes les lois, et c'est-à-dire que même si un référendum est voté par la population, par initiative populaire par exemple, à ce moment-là, le schéma constitutionnel devient tendu, c'est-à-dire que est opposé, puisque à ce moment-là le prince ne signe pas et met son droit de veto, et à ce moment-là le peuple est obligé soit de se séparer du prince, ou soit d'accepter le veto du prince. Oui. À chaque fois maintenant, la famille... été jusqu'à envisager la République, quoi. Mais il aura même proposé. Il a dit, il n'y a pas de problème. Il aura même proposé. Si vous n'êtes pas d'accord... Il aura même donné des conseils, parce que vous savez qu'au Liechtenstein, on s'est souvent demandé si on devait se rallier soit à la Suisse, soit à l'Allemagne, soit à l'Autriche, et lui est plutôt partisan du rattachement d'une république du Liechtenstein à la Suisse. Il le dit clairement. Oui. Et il leur dit, mais attention, après moi, vous aurez beaucoup de problèmes, puisque de toute façon, il faudra déjà entretenir votre chef de l'État, alors que moi je m'entretiens sur ma propre cassette. Oui, c'est vrai. Il ne touche pas de liste civile. Ce qui d'ailleurs est un problème au Luxembourg, le problème de la liste civile. Bon, on ne peut pas en parler, on n'a pas le temps. Mais donc au Liechtenstein, une révolution anarcho-royaliste a eu lieu en 2003. Le prince a repris tous ses pouvoirs, et passé par un référendum à 64% des voix favorables, et ensuite il s'est érigé en barrage de toutes les lois sociétales dont on parle et qui menacent aujourd'hui le Luxembourg. Bon. Rien n'est passé au Liechtenstein. Le Liechtenstein a tenu bon. Même la modeste loi sur l'avortement a été récusée à 80% par une population qui était pourtant favorable à l'avortement, mais a choisi de ne pas voter pour l'avortement pour ne pas embêter le prince. Oui, c'est quand même pour ne pas le mettre dans une situation de conflit. Oui, c'est quand même... Car à chaque fois maintenant, les gens du Liechtenstein se posent la question de la pérennité de l'institution auquel ils tiennent. Donc plutôt que de se séparer du prince, ils préfèrent ne pas voter certaines lois qui mettraient le prince en porte-à-faux vis-à-vis de... Il faut dire aussi que il faut dire le bonheur de la population du Liechtenstein. C'est un pays bien géré. Oui, puis il faut voir la fête nationale du Liechtenstein, ça se passe dans des alpages, ils sont quelques centaines, ils se tapent sur les cuisses, ils font des you-you, le prince est là, c'est absolument merveilleux. Enfin, c'est Heidi en fait, c'est très alpin. Voilà. Oui, d'ailleurs, fête nationale, puisque vous parlez de fête nationale, il est question de supprimer la fête nationale, la fête nationale du moins de la dénaturer au Luxembourg. La fête nationale au Luxembourg se résume même cette fête est menacée. Alors, c'est un Tédéum uniquement. Oui. Donc ce Tédéum va être remplacé par des fêtes laïques. C'est pas encore fait. Pratiquement, c'est lancé. C'est lancé. La dernière qui a eu lieu au mois de juin était la dernière avec un Tédéum. Il n'y aura plus Tédéum. Ah, donc c'est fait. C'est fait. Bon, d'accord. Donc, d'où l'urgence de ce livre. C'est vraiment un appel à la résistance. Des Luxembourgeois. Mais oui, des Luxembourgeois. Un appel au Grand-Duc. Et à son fils d'ailleurs. Vous attardez sur son fils. C'est une déclaration de soutien. Oui, parce que le fils, le fils, comme nous sommes une organisation activiste, il se trouve que le fils, nous nous sommes approchés de lui par des moyens indirects. Nous avons des contacts qui, à Angers, l'ont rencontré, des militants royalistes à Angers l'ont rencontré, puisqu'il est venu achever son cursus universitaire à Angers, dans le plus parfait anonymat. Pendant 1 an et demi, il a étudié les sciences politiques à Angers. Et donc, à Angers, il a beaucoup fréquenté les milieux JMJ, les milieux catholiques, etc. Il
de tous les témoignages que nous avons, c'est un garçon qui a une foi solide. Et il a d'ailleurs, il s'est beaucoup confié auprès des étudiants angevins de l'état de dépression collective qu'avait sa famille depuis l'affaire de 2008. Depuis 2008, c'est une dynastie. La dépression règne. C'est une dynastie qui vit avec la certitude qu'au-delà du paillasson du palais, ils n'ont plus que des ennemis. Oui. Et d'ailleurs, ce n'est pas faux, puisqu'évidemment, le palais étant en plein centre du cœur de ville de Luxembourg, il est entouré de ces commerces dont je parlais tout à l'heure. Et donc cette famille vit cloîtrée, prisonnière maintenant, obsédée par l'agression qui lui est faite, et le projet de constitution qui dure depuis 10 ans comme une longue torture. Ça fait 10 ans que le projet de constitution est débattu article par article, et qu'ils savent à quelle sauce ils vont être mangés. Ils savent qu'ils n'auront plus de pouvoir, qu'ils vont être suédisés, ils savent que leur dimension catholique va être niée, ils savent qu'ils n'auront plus le droit de mettre en avant leurs principes religieux familiaux, parce qu'évidemment à partir de ce moment-là, ils se heurteront frontalement au système qui n'en veut pas. Donc, ils sont dans une situation extrêmement tragique. Faut-il résister? On est toujours dans la même affaire. Non, mais comme vous le dites très justement, qu'est-ce qu'il leur restera d'honneur à la fin de tout cela? Finalement, ils seront d'une inutilité sociale absolue. On a tous fait le même rêve une fois dans notre vie. Et si j'étais devant un peloton d'exécution, qu'est-ce que je ferais? Est-ce que je resterais silencieux à accepter les balles, ou est-ce que je courrais, ou est-ce que je me jetterais sur les types qui tirent? La famille grand-ducale est devant le peloton d'exécution, et elle se pose la même question: qu'est-ce que je vais faire? Alors ce livre était uniquement destiné en réalité à être lu par la famille royale, par la famille grand-ducale. Vous écrivez avec Joseph-Marie Joly, le grand-duc héritier n'aura qu'à jeter l'actuelle constitution par la portière et en appeler directement, presque à la Bonaparte, à son peuple luxembourgeois de souche, qui, au Grand-Duché comme ailleurs, se sent profondément abandonné et trahi par le système et l'élite, si bien incarnée par M. Xavier Bettel. C'est cette jonction entre le grand-duc héritier du Luxembourg et son peuple, par esprit de résistance ouverte à l'oligarchie libérale, qui est scrutée à Rome par le pape François lui-même à la recherche d'un front de rupture politique réelle avec la tyrannie des banques et de l'argent. Le pape aurait fait dernièrement des confidences surprenantes en ce sens, affirmant que le Luxembourg est devenu le nœud de tous les combats en Europe. On revient aux premières pages de votre livre. Et on revient à l'affaire de 2008, où en 2008, le grand-duc ne reçoit qu'un seul soutien, c'est celui de Benoît XVI. Benoît XVI apporte des soutiens, mais déclarés, publics et répétés. Il convoque l'ambassadeur du Luxembourg au Vatican et le tense sur la manière dont l'oligarchie se comporte vis-à-vis du grand-duc. Le grand-duc n'est appuyé en réalité que par Benoît XVI dans l'affaire de 2008. Et par cette population profonde. Et c'est immonde. Le jeu de M. Juncker est immonde. Parce qu'il était chrétien libéral, n'est-ce pas? Il appartient au Parti chrétien libéral, et c'est lui qui va s'arranger pour changer la Constitution, n'est-ce pas, en une nuit, pour qu'il n'ait plus que le pouvoir de promulgation et le plus de piège s'est sanction refermé des lois. sur le grand-duc un an avant l'affaire de 2008, lorsque le grand-duc informe Juncker. Ça, nous le savons par des confidences de députés luxembourgeois. En réalité, Juncker est informé un an avant par Henri qui ne signera pas. Henri dit un an avant: je ne signerai pas cette loi qui était en projet en gestation, etc. Et Juncker s'arrange de manière extrêmement vicieuse et cynique pour que ce projet de loi, dont il a besoin pour sa carrière européenne future, pour ce projet de loi ne soit pas présenté par les chrétiens libéraux, mais par les Verts. Et ce sont les Verts qui proposent le projet de loi, et évidemment tous les chrétiens sociaux votent. Donc en réalité, le Premier ministre chrétien social, Juncker, piège son propre souverain. Évidemment, depuis, nous avons des confidences comme quoi Henri l'a trouvée un peu mauvaise, et que Henri est dans une situation de grande colère vis-à-vis des chrétiens sociaux luxembourgeois. Oui, on peut le comprendre, effectivement. Donc tout à l'heure, vous avez failli me reprendre en me disant non, parce que je disais la population profonde de Luxembourg. Alors, le problème de l'affaire de 2008, c'est que les sondages donnent au Luxembourg 78% de favorables à la loi sur l'euthanasie. Très courageusement, le grand-duc s'oppose à une loi qui a pourtant le soutien de 78% de la population. Mais évidemment, quand on leur présente, vous comprenez, quand on vous dit, mais vous êtes inhumain, vous voulez la souffrance de l'être humain, en oubliant complètement tous les moyens qu'on a aujourd'hui de soulager la souffrance, et même de laisser partir, comme disait Pie XII, laisser débrancher, comme on dit,
Donc on est dans un faux débat qui appelle à la commisération, qui fait appel, donc finalement le malheureux grand-duc, on le prend pour quelqu'un d'inhumain, quoi. L'Empire du bien l'a condamné, et oui. parce qu'il veut faire prolonger la souffrance. Et alors dans l'affaire actuelle, là la position du grand-duc est beaucoup plus forte, puisqu'il n'y a pas 78% de luxembourgeois qui défendent la batterie de lois qui se préparent. Parce qu'on n'a pas parlé d'une autre loi qui est jumelée avec l'ensemble, qui est l'abaissement du droit de vote à 16 ans, par exemple. Le jeunisme est délirant. Inouï. On n'a jamais vu ça. Enfin, je veux dire, ils sont vraiment, comme vous dites, à l'avant-garde de tout ce qui va détruire. Ils sont même à l'avant-garde de la répression, puisque l'hiver dernier, lorsque les veilleurs du Luxembourg ont entendu et ont lu le texte de coalition, ils se sont un petit peu spontanément regroupés. Et ils ont fait des demandes de manifestations qui leur ont été refusées sous prétexte qu'il allait faire. Elles ont été interdites. Qu'il allait pleuvoir. Oui, sous le prétexte qu'il allait pleuvoir. Pleuvoir. Et donc là on est dans un système répressif qui se met en place. C'est la minorité qui devient une dictature et qui invoque la météo comme légitimité. Vous écoutez Radio Courtoisie. Benoît Mancheron reçoit ce matin Joseph-Marie Joly et Rodolphe Crevel pour nous parler du Luxembourg et notamment d'un livre intitulé « La dynastie prisonnière, histoire des souverains du Luxembourg de l'indépendance à aujourd'hui ». Ce livre est édité aux éditions de l'Aspirant. Il n'est pas très facile à trouver dans le commerce. Vous nous avez dit que le plus simple serait de passer par la librairie Notre-Dame de France. Voilà, il y a 2 librairies, Facta et Notre-Dame de France. Oui, parce qu'à l'origine, ce livre n'est pas destiné à une clientèle française, il est destiné à une clientèle luxembourgeoise. Donc en fait, il a été lu et acheté et lu par les luxembourgeois. Et ce n'est qu'une manière, par politesse, parce que nous sommes français et que nous nous désespérons de la méconnaissance des Français vis-à-vis du Luxembourg, que nous mettons un peu de temps à le défendre. En France, nous l'avons utilisé dans le cadre d'une opération politico-littéraire au Luxembourg. Alors le prince du Luxembourg, enfin le grand-duc, pardon. Il est prince de Parme et grand-duc. Prince de Parme. Alors pour terminer, on dira quand même qu'il est soutenu, heureusement, par Monseigneur Haas. Oui. Donc, et par le Vatican, forcément. Bon. Donc c'est la raison pour laquelle finalement vous appelez à un acte de courage. Voilà. La conclusion du livre, c'est cela. C'est ça, tout en sachant que justement c'est des soutiens quand même plutôt discrets et comme on disait, c'est quand même un livre écrit par des Français qui a été reçu comme tel au Luxembourg, il faut bien le préciser. Oui. D'autant qu'on a une vision peut-être de la politique et de l'histoire qui est légèrement différente, que certains de nos rapprochements en effet leur ont paru cavaliers, ce qui ne retient rien à l'appel au courage qu'on leur lance, même si ça peut apparaître comme une forme d'ingérence au moins intellectuelle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des éléments même dans la classe politique luxembourgeoise élus qui soutiennent ouvertement le grand-duc, mais qui eux ont une autre crainte, c'est-à-dire que nous, quelque part, en tant que Français, on réagit en tant que révolutionnaire absolu, puisque on part d'une base qui est une table rase, quelque part, en tant que telle. Tandis que pour les conservateurs luxembourgeois, il y a encore quelque chose à conserver, justement, et c'est justement le Grand-Duché. Et ils ont peur, comme nous l'a confié un politique qui est Fernand Kartheiser, ils ont peur de réveiller des chiens qui dorment. En l'occurrence, en déclenchant une réaction et une opposition directe du Grand-Duc par rapport à cet ensemble, à cet arsenal législatif, ils ont peur que derrière, d'autres opposants en profitent immédiatement pour demander ni plus ni moins le retour de la République et la destitution du Grand-Duc. Eh bien écoutez, ce sont les dernières minutes qui sont consacrées à ce sujet. Et moi j'aurais aimé terminer sur les quelques mots de Monseigneur Rino Fisichella, que vous citez, le président de l'Académie pontificale pour la vie, qui s'adressait en ces termes au fameux parlementaire luxembourgeois, que personne ne s'arroge le droit de se substituer au Créateur. La vie et la mort appartiennent à lui seul. Chers auditeurs, à la semaine prochaine.